Bien, chers collègues, mesdames et messieurs, tout cela, comme on dirait, en vos grades et qualités par rapport à cette suite d'opérations ce matin sur la deuxième partie de la table ronde, puisqu'il y avait une première partie avec notamment, il faut le dire, la prestation, il n'y a pas d'autre mot, de Monsieur Le Pors, qui a été particulièrement suivi, particulièrement brillante, et qui amène toujours beaucoup de choses par rapport à sa connaissance de l'histoire et aux perspectives qu'il donne. Ça, je pense que là, il faut situer ce moment comme un moment fort de ce congrès. Et puis là, maintenant, nous sommes dans la deuxième partie, qui est la question de l'évolution de l'emploi public territorial au regard des manœuvres dont disposent les collectivités et les enjeux posés par rapport à tout cela. Mais on s'aperçoit que pour connaître effectivement ces enjeux et pour que les collectivités puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut connaître, il faut évaluer, il faut observer. D'où la proposition qu'on vous fait maintenant de présentation du panorama de l'emploi territorial. Ce n'est pas la première fois, ça date depuis 2011, puisque c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à le faire au niveau de la commission emploi de la FNCDG, avec Olivier Ducrot, qui représente, lui, la NDCDG, dans notre, comme c'est toujours pareil, donc un représentant de la NDCDG dans les formations, dans les commissions de la FNDCDG, ce qui permet d'avoir une liaison entre les deux. Et avec Olivier, on travaille déjà depuis quelques années sur tous les thèmes de l'emploi. Ce qui nous permet effectivement de travailler sur cette septième, c'est ça, Cindy ? C'est ça, septième édition du panorama de l'emploi public territorial, avec une campagne de données qui avait été lancée et qui permet aujourd'hui de faire un point précis et assez exhaustif sur la situation de l'emploi territorial. Alors c'est évidemment une photographie à un moment donné, mais c'est un repère effectivement très important. Tout à l'heure, on a parlé de chiffres déjà dans la première partie, et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sommes plus dans les tendances qu'on avait connues à un moment donné sur la progression régulière et quasi exponentielle de la fonction publique territoriale. On est au contraire dans un sujet complètement différent. Donc, on organise ça autour de 4 points. Premièrement, les effectifs de la FPT, les structures et les évolutions récentes, notamment au regard, et vous le savez, des fusions et des regroupements qui ont eu lieu. On y reviendra tout à l'heure, puisqu'il y a une étude en cours sur le sujet. Les données issues des bourses d'emploi des CDG, l'évolution des offres, des demandes, des métiers, est-ce qu'il y a justement, par rapport au débat de tout à l'heure aussi, des métiers en tension particulier, des métiers qui émergent autour de l'e-administration, forcément, on devrait en entendre parler. Les concours, les examens professionnels organisés par les CDG et le CNFPT, c'est un point sur lequel, effectivement, ça situe les choses, là aussi par rapport au premier débat sur les entrées et les évolutions dans les carrières. Et autre point qui a été évoqué, sur lequel on va revenir de manière à objectiver tout ça, c'est tout ce qui tourne autour des départs en retraite. Est-ce que Claude, il est là, Claude de Mézel? Parce que là, on va parler de la CNRSL, s'il veut. Ah ben le voilà, tu vois. Tu vois, on va parler des départs en retraite, Claude. Et donc, volume, augmentation, âge moyen, perspective, étant entendu qu'aujourd'hui, on le sait, on a des idées, mais on n'est pas sûr qu'effectivement, à un moment donné, les gens soient dans les 30% de départ en retraite ou pas. Donc, il y aura des évolutions autour de tout ça. Et effectivement, cet outil de l'emploi, du panorama de l'emploi territorial, va nous permettre de continuer à travailler sur toutes les problématiques de ressources humaines. Et de ce point de vue-là, on est en train de travailler avec l'AMF, la DCF, l'ARF et les centres de gestion, évidemment, sur une mission concernant justement les effectifs et l'organisation de l'évolution de la fonction publique territoriale au regard des fusions récentes, communes nouvelles, régions et intercommunalités. Ce qui permettra d'ailleurs, en lien avec le Conseil sup, Jean Auger, de travailler sur les propositions du Conseil supérieur sur cette affaire. C'est assez nouveau, parce que c'est vraiment la première fois qu'une autosaisine du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale va vers les associations pour travailler sur un sujet commun. Et ça, c'est tout à fait, je dirais, significatif des évolutions actuelles de la fonction publique territoriale et de la manière dont les associations, on le voit bien, ont intérêt à travailler, notamment autour de l'employeur public, puisque c'est autour, nous, de l'employeur public que nous voulons situer nos actions. Donc, je ne vais pas aller plus loin que ça, et je vais tout de suite passer la parole à Olivier pour la présentation. sur la présentation concrète de ce panorama. Sachant que ce panorama, je crois que vous l'avez dans vos mallettes. Voilà.
Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, je ne vous commenterai pas tous les chiffres du document que vous avez dans vos mallettes, qui est riche. Je ne commenterai pas tous les chiffres non plus des slides, puisque le temps nous est compté. Et je pense qu'il est plutôt intéressant de se concentrer sur les chiffres qui paraissent les plus évolutifs et les plus stratégiques. Ces chiffres, ils sont importants. Les CDG sont les seuls à pouvoir vous les donner aujourd'hui. C'est important grâce aux bourses de l'emploi de 90 centres de gestion, je les en remercie, qui ont transmis leurs données. Nous sommes réactifs puisqu'on va parler des chiffres effectifs 2015 et mouvement 2016 et non pas avec 3, 4, 5, 6 années parfois de retard comme on peut le trouver dans d'autres publications. Les CDG doivent être fiers de cela et c'est quelque chose qu'on peut faire remonter aux institutionnels, des GCL, des GAFP, qui sont très friands des chiffres de connaissance de la fonction publique territoriale. Ces chiffres, ils optimisent les débats également, ils les objectivisent surtout par rapport à ce qu'on a pu entendre sur les tables rondes ce matin ou par rapport à ce qu'on peut entendre dans la grande presse spécialisée. Ici, nous avons des chiffres qui sont irréfutables puisque provenant directement des gestionnaires de plus de 50% des effectifs territoriaux que sont les centres de gestion. Donc cette analyse, c'est le croisement des bourses de l'emploi, des chiffres de la DGAFP, des GCL, INSEE, CNFPT et également bien sûr les données du SIASP. Alors, les effectifs, 1 800 000 agents dans la FPT, on l'a dit, c'est-à-dire près de 35% de l'ensemble des agents publics. Et pour la première fois, depuis que la fonction publique territoriale existe, en 2015, les effectifs ont baissé de 0,3%. Cette baisse des effectifs, elle concerne principalement la sphère communale, qui représente plus de la moitié des effectifs territoriaux, puisque nous avons une baisse de 1,3% des effectifs dans les communes et de 1,9% dans les établissements intercommunaux. Bien évidemment, l'explication de cette baisse tient notamment aux réalités financières et à la baisse de la DGF de ces dernières années, au mouvement de mutualisation et de fusion dû aux évolutions institutionnelles, mais également, on l'abordera en fin de présentation, au phénomène d'augmentation de 12% des départs en retraite ces dernières années, et on sait bien qu'on ne remplace pas un pour un. En ce qui concerne leur évolution globale, c'est relativement stable. Une fonction publique territoriale majoritairement féminisée, majoritairement composée d'agents de catégorie C à 75%, et c'est vrai que quand on compare les fonctions publiques, ça n'a rien à voir sociologiquement avec la fonction publique de l'État, et une fonction publique répartie majoritairement en effectifs sur 3 filières, la filière administrative pour 46% des effectifs, la filière technique pour 46% des effectifs, la filière administrative pour 23%, et la filière sanitaire et sociale pour 14%. En ce qui concerne les effectifs régionaux, puisque à partir de 2015, on a la mise en place des nouvelles grandes régions au niveau métropolitain, c'était intéressant de regarder la répartition des effectifs. Sans surprise, l'Île-de-France représente un fonctionnaire sur 5 dans la territoriale, un agent sur 5. Elle est suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui recoupe 22% des effectifs, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine 10%, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'a pas été affectée par le redécoupage, représentent chacune 9% des effectifs territoriaux sur le territoire. Alors, les effectifs évoluent de manière différente d'une région à une autre. On a une baisse majoritairement dans 3 régions. Les Hauts-de-France, moins 5%, baisse importante. L'Île-de-France, moins 3,3%. Et la Bretagne, moins 1,4% d'effectifs territoriaux. En termes de taux d'administration, nous sommes en moyenne sur le territoire à 28,3 agents territoriaux pour 1000 habitants. C'est la Martinique qui a le taux d'administration le plus fort, avec 41 pour 1000, et le Grand Est qui a le taux le plus faible, avec 23 agents territoriaux pour 1000 habitants. En ce qui concerne les recrutements, on observe en 2016 une augmentation des offres d'emploi, les vraies offres d'emploi, et pas simplement les déclarations de vacances d'emploi, à 61 408 offres. Alors, ça peut paraître contradictoire avec ce que je viens de vous dire sur la baisse des effectifs, mais ça ne l'est pas, car on observe un taux de publicité plus important, donc une recherche accrue sur les postes de catégorie A et B, qu'il est plus complexe de trouver loin du territoire, une augmentation d'offres facultatives des recrutements temporaires, 19% en 2016 des offres contre 15% en 2015, et je vous le disais, la proportion forte de l'augmentation du nombre de départs en retraite
produit malgré tout une augmentation des recherches de postes et de remplacements. La catégorie A est bien sûr surreprésentée, avec 33% des offres, alors qu'elle représente environ 10% des effectifs. C'est dans la filière administrative qu'on trouve le plus d'offres d'emploi, un tiers, alors que cette filière, vous l'avez vu, ne représente que 23% des offres, parce qu'elle est surreprésentée en catégorie A et en catégorie B. Le dynamisme intercommunal ne se dément pas, puisqu'en 2016, les EPCI ont publié 20% des offres, alors que leur poids respectif dans l'effectif territorial est d'un peu moins de 15%. Les départements sont les troisièmes employeurs et ne représentent pourtant seulement que 9% des offres d'emploi diffusées en 2015. On a une grande disparité régionale en termes d'offres d'emploi diffusées. La région Île-de-France repasse en première position, ce qui est logique cette année, avec 19% des offres d'emploi diffusées, devant Auvergne-Rhône-Alpes, toujours dynamique, avec 17,4% d'offres d'emploi diffusées, et la région des Hauts-de-France avec 10%. On voit que ces trois régions, à elles seules, publient 50% des offres d'emploi. Nous noterons ici la progression intéressante de la région Pays de la Loire, qui a publié 7,7% des offres d'emploi. Alors, un quart des offres d'emploi, on le disait, concernent des postes de catégorie A et 60% des offres d'emploi concernent des postes de catégorie A et B. On s'aperçoit de l'attention accrue sur les postes à forte technicité. De manière peu surprenante, 9 offres d'emploi permanents sur 10 se retrouvent dans les trois filières majoritaires que j'ai évoquées il y a quelques instants. Les métiers qui recrutent le plus, vous avez une liste des 10 métiers qui recrutent le plus, avec les chargés de propreté des locaux qui représentent 15% des offres. Et puis ensuite, en 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e position, on a 6 métiers en lien avec l'enfance et l'éducation. Les gros volumes de recrutement des métiers dans la fonction publique territoriale, majoritairement de catégorie C, sont dédiés à l'enfance et l'éducation. C'est 50% des recrutements sur la totalité des recrutements en 2016. Donc ici, on est vraiment sur les volumes importants. Et puis, sur le tableau qui est à côté, on vous montre les métiers qui sont en tension, pas forcément avec des gros volumes. Quand je vous parle des médecins, ce ne sont pas des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois, mais je ne vous ferai pas un dessin sur les difficultés de recrutement de médecins ou d'infirmiers. Bien évidemment, les secrétaires de mairie sont toujours très recherchés dans les départements les plus ruraux. Et en 4e position, le métier de policier municipal avec une spécificité d'une forte mobilité. Donc beaucoup de mobilité et donc beaucoup d'offres d'emploi, de recrutement et une tension un petit peu plus importante pour trouver des policiers municipaux que sur d'autres emplois. Alors, on parlait ce matin des contractuels. Là, ici, on a une tendance qui ne se dément pas. C'est qu'en 2016, 40% des entrées sur emploi permanent sont des entrées contractuelles, alors que les contractuels représentent un petit peu moins de 20% des effectifs de la fonction publique territoriale. Bien évidemment, mathématiquement, le contractuel qui, au bout de 6 ans, devient CDI, fait qu'on a une augmentation aussi de la part des nominations de CDI. En 2016, la nomination d'agents fonctionnaires a baissé de 5%, celle d'agents contractuels a augmenté de 5% par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien ici que même si on n'annonce pas de grandes réformes ou de grandes évolutions, des tendances font leur chemin au sein de nos effectifs. La hausse du recrutement direct de catégorie C s'est établie en 2016 avec une augmentation de 13%. 10% des agents de la fonction publique territoriale sont recrutés par concours. 10%, c'est intéressant. Et 9% en promotion interne, en baisse de 20%. On a aussi une augmentation de 4% des mobilités internes et une baisse de 4% des mobilités externes, ce qui prouve que les collectivités travaillent de plus en plus sur les reclassements internes avant d'imaginer un recrutement externe. Encore 2 minutes, Olivier. Encore 2 minutes, c'est parfait, je ne vais pas bégayer. Les sélections professionnelles, c'est la queue de comète. Les sélections professionnelles sont en baisse. On a quand même eu 14 000 agents contractuels qui ont été déprécarisés depuis 4 ans. C'est 3 500 agents par an.
le nombre de postes ouverts au concours depuis 3 ans est en baisse de 3 000 par an, CQFD. Les concours examens professionnels, 221 concours organisés, 15% de taux de réussite pour les candidats. Et je vous le disais, une baisse de 14% du nombre de postes ouverts entre 2015 et 2016, faisant suite à une baisse de 12,6% l'année précédente, due principalement à l'augmentation du recrutement contractuel et à l'effet des sélections professionnelles. En ce qui concerne les concours, eh bien, les présents sont de moins en moins présents, les inscrits sont de moins en moins présents, puisqu'on passe de 72% de présence en 2012 à 63% en 2016. C'est un phénomène qu'on connaît, qui coûte très cher aux centres de gestion, sur lesquels il serait quand même important d'exiger un engagement sur l'honneur des candidats à ne se présenter qu'à un seul concours identique en année civile. Les concours les plus importants, ça ne vous étonnera pas. 2800 postes ouverts au concours d'attachés, 2200 au concours de techniciens et 2100 au concours d'adjoints techniques de première classe qui, à eux trois, représentent 40% des postes qui ont été ouverts au concours en 2016. Et je termine avec les données relatives à la retraite, données importantes puisque ce sont 42 000 agents qui sont partis en retraite en 2016, ce qui représente 2,4% des effectifs. On a une augmentation de 12% des départs entre 2015 et 2016, malgré une augmentation de l'âge de départ en retraite des fonctionnaires de 2015 à 2016 de 8 mois supplémentaires, puisqu'ils partent à 61 ans et 9 mois, et non plus à 61 ans et 1 mois. En 5 ans, on a augmenté l'âge de départ de plus de 3 ans des fonctionnaires, lié aussi à la fin certainement de la retraite pour les mamans de 3 enfants, mais ici on s'aperçoit que les réformes font leur œuvre et à décaler un petit peu le futur papy-boom dans le temps. À l'horizon 2030, et non pas 2020 ou 2022 comme j'ai pu l'entendre ce matin, ce sont effectivement 30% des effectifs, plus de 600 000 agents, qui partiront en retraite, 253 000 adjoints techniques, 68 000 agents de maîtrise, 50 000 adjoints administratifs. On ne les remplacera pas tous, mais vous voyez le défi en termes de recherche de compétences dont aura besoin la fonction publique territoriale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je propose de rester avec nous. Merci pour ce tour d'horizon très complet. Ce que je vous propose, comme on s'inscrit dans la continuité de la première table ronde et qu'on a un petit peu débordé, vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer, j'ai le sentiment qu'il y avait des personnes qui avaient envie de rebondir sur ce qui avait pu être dit. Je vous propose, avant de donner la parole à nos intervenants, tout de suite, de vous laisser la parole. Il y a des micros dans la salle. S'il y a eu des réactions, des questions sur ce qui a pu être dit durant la première partie de cette matinée, à vous la parole. Je vous en prie, je crois qu'il y avait des personnes qui voulaient s'exprimer. J'ai entendu un oui, mais je ne vois pas. Tout en haut là, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je vous demande de vous présenter. Bonjour, Jean-Jacques Bernard, président du CDG d'Ille-et-Vilaine. Un élément qui a été assez peu abordé ce matin, si ce n'est par le biais du RICEP, c'est l'attractivité de notre fonction publique territoriale. Moi, je constate que ce soit dans les missions d'accompagnement au recrutement ou même en tant qu'élu local, qu'un certain nombre de clignotants sont en train de virer au rouge s'agissant de notre capacité à recruter, faute d'attractivité. Les dernières inscriptions à des concours à effectifs importants montrent une baisse très importante des inscrits au concours. Et le nombre de cas de figure où on se retrouve à la fin des entretiens avec une candidature qui nous paraît excellente, mais lorsqu'on aborde la rémunération, on se retrouve le plus souvent avec une défection. Ça s'accentue énormément. On a aussi des cas de figure très fréquents aujourd'hui dans des formations qui sont pourtant royales pour ensuite intégrer la fonction publique territoriale. Je pense aux formations en alternance, comme les licences professionnelles, où à la fin des formations, les candidats nous déclarent être ravis de la formation, mais choisir finalement la fonction, non pas la fonction publique territoriale, mais un emploi dans le privé. Donc tous ces phénomènes qui se conjuguent dans un contexte, vous l'avez rappelé ce matin, de resserrement des moyens, où on nous demande, alors on va redire en même temps, donc de réduire les dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de personnel, mais aussi cette nécessité de maintenir une attractivité de la fonction publique territoriale. Je trouve qu'il y a des signes très inquiétants de notre capacité
à être attractif compte tenu de cet élément rémunération. Et je ne pense pas, compte tenu de ce qu'on a dit ce matin sur le RIFSEP, qui pour moi est mort-né puisqu'on n'a pas de moyens de le mettre réellement en place, parce que la réalité dans les collectivités locales, c'est qu'il y a très très peu de collectivités locales qui ont effectivement mis un véritable RIFSEP en place, telle qu'était sa philosophie. Donc je crois qu'il y a une vraie préoccupation sur la réelle attractivité. Quand je vois les chiffres de départ en retraite à l'horizon 2030, je me demande si on ne devrait pas là aussi, dans le cadre de cette réforme, appuyer sur cette notion d'attractivité, se donner les moyens d'être attractif, ce qui n'est à mon avis plus le cas aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que justement il y a des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit, cette question d'attractivité, de moyens? Oui, monsieur. Juste derrière. Je vais vous demander de vous lever, comme ça on va vous voir. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Par rapport à ce qui Je s'est vous dit... demandais de vous présenter, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Philippe Locatelli, président du CDG 69. Par rapport à ce qui s'est dit à la première table ronde et à la deuxième, si je faisais une synthèse, il y a eu beaucoup d'inquiétudes qui ont été soulignées par rapport effectivement aux communes dont les budgets ont été saignés par des réformes, et qu'on soit droite ou de gauche, on va tous être d'accord. La réforme scolaire, la baisse de la dotation de l'État ont fait en sorte que les communes ont été les premiers bons élèves à de toute façon devoir faire des efforts pour équilibrer les budgets. On pensait que ça servirait d'exemple à l'État, ça n'est pas, mais bon, c'est pas grave, on continue d'avancer. Aujourd'hui, il est clair que par rapport à ce qui a été dit par Olivier Ducrot tout à l'heure et les départs en retraite massifs, moi j'y vois une grosse opportunité pour les centres de gestion. Je vais vous donner deux exemples. Les départs en retraite, effectivement, ça peut être tout naturellement l'opportunité de ne pas remplacer. Ça ne veut pas dire pour autant que le service public doit baisser dans sa qualité. Prenons un centre de gestion qui souhaite développer, comme nous le faisons, un plateau de juristes pour uniquement faire de l'assistance juridique non statutaire. Première question, est-ce une fonction régalienne d'une collectivité ou d'une interco d'avoir des juristes pour faire de l'assistance juridique non statutaire? La réponse, pour moi, est non. En revanche, je prends la commune dont je suis élu, 26 000 habitants, qui est une commune de taille modeste dans l'agglomération lyonnaise. Un juriste pour faire l'assistance juridique non statutaire, c'est 40 à 50 000 euros chargés. Une convention avec notre CDG, c'est 4 600 euros. Bon, déjà là, l'effort budgétaire est conséquent, avec une qualité de service qui est améliorée, parce qu'une commune qui a un juriste, ça n'est pas acceptable. Il faut au moins deux, parce qu'ils ont le droit d'être en vacances, en congé ou malades. Et les sujets n'attendent pas la présence du juriste. Alors qu'un plateau de 7 permet effectivement un échange intéressant, puisque la loi doit souvent être interprétée. Aujourd'hui, on n'a que des jurisprudences. Un plateau de 7, c'est quand même beaucoup plus confortable, et la commune qui nous sollicite a beaucoup plus, si vous voulez, d'assurance d'avoir une réponse adaptée. Deuxième élément, nous avons développé il y a 1 an et demi le contrôle, la médecine de contrôle. Le premier bilan prouve que dans 50% des cas, les agents reprennent le travail. Je peux vous dire qu'en fonction des collectivités et du taux d'absentéisme, même si on descend ce taux de réussite à 40, ça se quantifie budgétairement. Ça n'est pas neutre. Que les agents soient occupés ou soient payés, comme j'ai entendu ce matin, à rien faire chez eux, il y a quand même un gap très intéressant, où là aussi les centres de gestion ont véritablement un devoir d'existence. Si l'on veut être incontournable, c'est en multipliant tous ces exemples et sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas se contenter d'expériences heureuses dans le nord, dans l'est ou dans le sud de la France. Je vais vous interrompre. Voilà. J'entends mon voisin qui réagit, et justement, je vais lui donner la parole parce que... Merci. Il ne reste plus que 15 minutes. Donc c'est juste pour réagir par rapport à ce que dit notre collègue, là, il pose avec justesse la question de l'utilisation maximum de l'article 25 en termes de mutualisation, de services communs et d'organisation par les CDG au regard des besoins que les collectivités ne pourront pas assumer. Et comme en plus Michel hier a annoncé la bonne nouvelle sur la TVA pour les centres de gestion,
Je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui peut se jouer en termes d'opportunités, comme tu le dis fort justement. C'est juste ce que je voulais dire, mais je crois que là, il y a un champ d'investigation, un champ d'intervention qui est sécurisé beaucoup plus qu'il n'était avant et qui nous permet d'aller sur des sujets de mutualisation, y compris inter-CDG, sur des questions sur lesquelles on peut rendre d'excellents services à des coûts moindres. Merci. Je vous propose de poursuivre. Effectivement, on a un quart d'heure. Par rapport à tout ce qui a pu être dit sur la première partie de cette matinée, les deux interventions, je me tourne vers Jean-Laurent Nguyen Cac. J'ai envie d'avoir votre regard sur cette situation actuelle et sur les enjeux qui vont s'imposer aux collectivités, aux employeurs. Oui, merci. Je suis un peu gêné là pour répondre à cette question sur les enjeux parce que, pour être tout à fait sincère, je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Parce que, si vous voulez, le problème, c'est que déjà, on se situe dans une période inédite, quoi. Ça fait longtemps qu'on travaille sur l'évolution de la fonction publique, depuis 1984. Et on a toujours travaillé, les gouvernements successifs passants, si vous voulez, on a toujours travaillé un peu de la même manière, d'ailleurs avec une certaine continuité avec les services de l'État, pour faire évoluer, et les enjeux finalement, ou les objectifs, la finalité, c'était d'améliorer le système et de l'adapter aux nouvelles contraintes qui pouvaient se poser ça et là. Les dernières élections présidentielles, je suis désolé d'aborder ce sujet, mais les dernières élections présidentielles, c'est un séisme politique qui a énormément bouleversé le monde politique, mais qui par voie, et je ne vais pas du tout parler de ça, mais qui par voie de conséquence a énormément également bouleversé notre façon de travailler. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, on a du mal énormément à distinguer ce qui est de l'efficacité réelle de la posture politique électorale ou du discours un peu populiste qui serait du style agir pour agir, et même agir pour agir assez vite, quoi. Le nombre de fonctionnaires, je rebondis sur ça, ça me fait penser au nombre de fonctionnaires, enfin la suppression du nombre de fonctionnaires annoncés, c'est cette Alors, idée-là. exactement, ça c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Par exemple, vous avez dans le programme de pratiquement tous les candidats, vous aviez la diminution du nombre de fonctionnaires. Bon. Moi, je veux bien être le bon fonctionnaire technicien qui travaille au service du politique et qui réfléchit pas, qui dit moi je vais faire ce qu'on me dit de faire. Bon, le seul problème c'est que pour bien travailler, j'ai besoin de comprendre aussi. Enfin, je suis désolé d'ailleurs, mais j'ai besoin de comprendre. Et donc la question c'est pourquoi. Est-ce que c'est une posture politique parce que le peuple, via le Canard enchaîné ou d'autres médias, veut du sang et veut taper sur le fonctionnaire? Vous savez, il y a des variations. On est dans une période de fonctionnaire bashing. Dès que l'économie va mieux, on tape sur le fonctionnaire. On dit c'est de sa faute, avant si c'était pas bien. Et là, on tape sur le fonctionnaire. Par contre, on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Leport l'a dit tout à l'heure, au moment de la crise, là par contre, la fonction publique c'est bien parce que c'est un amortisseur social. Donc, mais là maintenant c'est plus bien parce que ça coûte trop cher. Donc, d'accord, il y a eu 500 000 fonctionnaires de moins, il y a eu 200 000 fonctionnaires de moins, il y a eu 140 000 fonctionnaires de moins. Dans la territoriale, on en est à 70 000. Là. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire 70 000 fonctionnaires de moins? À partir du moment où vous savez, et j'ai fait des études avec nos partenaires avec qui on travaille, notamment les courtiers, que l'instauration d'une journée de carence, on l'a déjà fait, représente sur un mandat exactement 70 000 postes. Le coût de 70 000 postes. Donc qu'est-ce que ça veut dire 70 000 fonctionnaires en moins? Est-ce que c'est... Il faut baisser les fonctionnaires pour baisser les fonctionnaires, comme disait Loïc Corret tout à l'heure, nécessairement dans ce cas-là... se pose une autre question derrière, c'est une diminution de la qualité ou du nombre de services publics. Donc, qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que l'opinion publique est prêt à accepter comme service moins bon ou comme service en moins? Vous voyez, ça, c'est un bon exemple. Qui est assez... J'ai envie de vous faire réagir, Patrick Coraillet, si vous êtes d'accord, sur ce que vient de dire... Alors, moi, je partage en partie la question, surtout en disant la question n'est pas nouvelle. Quand on parle de la diminution, la question était sur large façon la maîtrise de la masse salariale. Donc, étant DRH, m'a demandé d'intervenir sur cette partie-là, sur Nantes et Nantes Métropole. La question, pour moi, elle n'est pas nouvelle. Elle est aujourd'hui nouvelle sous forme de contractualisation avec l'État sur le 1,2%. Et quand on discute,
On parle plus de contractualisation aujourd'hui que de réelles mesures de diminution des effectifs. Et je n'ai pas l'impression que la question de la matrice de masse salariale soit nouvelle pour les élus. En tout cas, je ne vais pas généraliser, mais je suis président de l'association nationale aussi. Quand je discute et d'autres, ça fait quand même longtemps, et depuis en particulier 2014, on disait moins 0,3% des effectifs depuis 2014, dans une collectivité où la masse salariale a diminué de 5 points. Et là, elle augmente, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on crée 120 postes supplémentaires nets. Pourquoi on les crée? Tout simplement parce que le territoire, il est vivant. Il y a des territoires qui sont moins porteurs aujourd'hui en termes de population et d'autres très porteurs. Et quand on a sur une commune comme Nantes ou d'autres qui sont très attractives, on a 700 élèves chaque année de plus dans le premier degré. 1200 collégiens, 2000 lycéens. Je ne sais pas en tant que DRH faire pour accueillir 600 nouveaux élèves dans une commune, 1,2% d'augmentation de la population sur un territoire très dynamique. Donc naturellement qu'on est obligé de créer des équipements. Sauf à dire, effectivement, les 70 000, on les supprime. Est-ce qu'on diminue le nombre d'écoles alors que le gouvernement double le nombre de classes en REP+, qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Sauf qu'effectivement, 2 classes de REP+, c'est une ADSEM supplémentaire par classe, et 60 classes de plus à Nantes l'année prochaine, plus 60 de naturel, 120 classes en plus. Il faut un peu de personnel pour les faire vivre. Même s'il y a 876 permanents à la direction de l'éducation à Nantes, je ne sais pas accueillir autant. Donc ça, c'est une vraie question. La métropole, qui est mon autre casquette, est un peu différente. On est sur les arbitrages politiques. Donc effectivement, est-ce que c'est nouveau de faire arbitrer à des vice-présidents des politiques publiques? Certainement pas. Il y a bien un programme, sauf qu'aujourd'hui, on est un milieu de programme pour la plupart, on est plus proche des futures élections que le départ, et donc on a aussi la finalisation du programme politique. Et ce n'est pas au moment où on veut finaliser un certain nombre de projets, le minimum de programmes, qu'on va devoir réduire, et c'est juste impossible. Donc après, il y a 2 catégories, et là je rejoins ce que disait le président, non pas de l'attractivité que de la fonction publique, mais par territoire. Là, du coup, pour être président de l'association nationale, je fais une énorme différence entre un territoire comme le territoire nantais, où l'attractivité est forte et en capacité de recrutement, peu de difficultés, 3% de contractuels à la ville de Nantes, 2% à la métropole. Donc quand on parle des contractuels, quand on dit 20%, on voit bien que c'est différent. Alors que certains collègues qui sont sur le centre de la France, je ne vais pas citer les départements volontairement, sont à 25%, non pas par choix, mais par obligation. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas non plus nouveau. Quand on est obligé, quand on veut recruter, de créer des logements, non pas pour faire plaisir à des fonctionnaires, mais simplement que le conjoint et la conjointe qui suit le fonctionnaire, il n'a pas forcément d'emploi. Entre un taux de chômage à 6,4% dans les Pays de la Loire ou dans certains départements du Nord, je ne dis même pas le taux par pur, et on ne parle pas de même chose. Donc effectivement, l'attractivité du territoire, elle est éminemment importante, quelles que soient les mesures. Et la réponse ne peut pas être unique, et elle ne viendra pas de l'État. L'État, les maîtrises, on les fait, le budget. Les élus nous le demandent au quotidien quand on est DRH, parce qu'ils ont besoin de développer d'autres activités. Donc c'est notre quotidien. Donc le discours des 1,2% est certes intéressant. Il est même intellectuellement plaisant. Le concret, effectivement, d'un DRH aujourd'hui, c'est juste de répondre à l'augmentation de l'activité en trouvant des marges de manœuvre. Et c'est la rémunération. Ce sont les ratios, le RIFSEP et le PPCR. J'ai envie de donner la parole à Mathilde Dicard, qui est directrice générale adjointe en charge des ressources humaines à la ville de Lille, justement. Est-ce que vous partagez cet avis par rapport à votre collectivité? Comment ça se passe? Oui, je partage. Je complète aussi sous un angle qui a été développé dans la table ronde précédente, lié à la question de la prévention. Parce que ça, moi, je pense que c'est aussi une marge de manœuvre importante. Alors, on a très peu de temps, pour tout développer, mais je pense à la ville de Lille, par exemple. On arrive là à 200 millions d'euros de masse salariale. Elle évolue d'un peu moins de 1% par an. Donc évidemment, il y a encore des suppressions de postes. Mais comme ça a été dit dans la table ronde précédente, on arrive aussi au bout de ce qui a pu être fait en termes de périmètre de services publics. Donc il y a aussi d'autres enjeux. On s'est forcément professionnalisé sur la question du pilotage de la masse salariale, du contrôle de gestion RH. Mais tout le champ des possibles, à mon sens, porte beaucoup sur la question de la prévention et comment faire
faire en sorte que là où je fais beaucoup d'efforts avec mes collègues pour supprimer 10 postes par an, comment je fais pour que les 200 personnes qui sont en arrêt tous les jours au sein de la collectivité, pour certains parce qu'ils ont des sujets sérieux de santé, pour d'autres parce qu'on n'a pas créé les conditions pour qu'ils puissent reprendre un poste comme il faut, comment je fais pour faire en sorte qu'ils reviennent au travail, et comment je fais aussi pour tarir finalement ce flux-là, comme ça a été dit dans la table ronde précédente, en faisant évoluer nos process. Je veux juste en 30 secondes partager l'expérience là qu'on mène à bien au sein de la ville de Lille. On a mis en place une démarche de prévention globale sur la collectivité avec plusieurs axes, notamment la question des conflits au travail. On a reconnu, et je pense qu'on peut tous le reconnaître, que les conflits, ça fait partie de la vie et de la vie professionnelle aussi. On a mis en place un réseau interne de médiation professionnelle. On a 15 médiatrices. Alors, il se trouve qu'il n'y a que des femmes qui ont été volontaires pour intervenir, qui sont dans l'ensemble des services de la collectivité, qui ont été formés, certifiés et qui interviennent à chaque fois que les managers ne peuvent plus arriver au bout des solutions avec les agents. Et je peux vous assurer, pour faire partie et coordonner ce réseau, que ça, c'est une façon intelligente et alors pas innovante en fait, parce que c'est juste revenir au sens commun, c'est-à-dire la parole, se parler, mais c'est un outil, un dispositif qui permet à de nombreuses personnes de reprendre le travail. Et un autre axe qu'on a mis en place, qui est lié justement au rapport entre la santé et le travail et la performance, parce que je pense, et je pense que vous le partagez aussi, qu'il y a des liens très forts entre la santé et la performance du service public. C'est tout un travail qu'on a mis en place grâce au Conservatoire national des arts et métiers, avec une démarche de recherche pour faire en sorte que l'ensemble des agents inaptes puissent reprendre le travail, avec un slogan qui est « Le travail pour tous ». On a estimé, alors on n'a pas parlé des tableaux de bord, mais vous l'avez présenté sous l'angle de l'emploi. C'est important aussi pour nous en tant que collectivité, et pour vous aussi je pense, qu'on puisse objectiver aussi tous ces pans de la prévention par des indicateurs, les pans de l'absentéisme. Et on a estimé qu'aujourd'hui ou demain, il y a une personne, un agent sur 4 qui sera concerné par la maladie, par un handicap, par un accident du travail. Donc une personne sur 4, c'est juste énorme, et ça doit faire l'objet de plans et dispositifs mis en place. Et je pense aussi, dans cet angle de la prévention, que nous, en tant que professionnels RH, ce qui compte aussi, on a parlé de la souplesse et de la rénovation du statut. Moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est d'essayer de faire sauter les rigidités qu'on se met nous-mêmes dans notre pratique professionnelle. Le statut, il offre quand même beaucoup de souplesse, il y a beaucoup d'outils qui sont là. On parle d'une réforme sur la transition professionnelle. Évidemment, il y aura des outils nécessaires complémentaires, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont présentes et qu'on n'active pas. Je vous donne juste un exemple qui a été issu de tout ce travail avec 350 agents sur la prévention. Je vais vous demander d'aller vite. Oui, un exemple. Il y a 30 ans, il y a un décret qui a permis d'activer la réadaptation professionnelle. C'est la possibilité pour les agents en congé longue durée, congé longue maladie, de garder le lien avec la collectivité en étant formés et en continuant à travailler un peu au sein de la collectivité. Ça fait 30 ans. Combien de collectivités mettent ça en place? Nous, on l'a mis en place, et ça permet à des personnes... Alors, on l'a mis en place 30 ans après, mais bon, voilà, mais on l'a quand même mis en place. Et ça permet à toutes ces personnes, au fur et à mesure, de reprendre le travail et de rompre cette spirale d'isolement que produit en fait notre propre organisation. Merci beaucoup. Je crois que vous avez une petite réaction, Jean-Laurent Nguyen-Cac. Et après, je voudrais donner la parole à Olivier Ducrot, s'il est d'accord, par rapport aux outils et aux leviers d'action. En fait, je voulais juste réintervenir sur le... D'ailleurs, en
en rapport avec la question posée sur justement ces enjeux véritables. Il y en a un autre qui a été évoqué, qui est extrêmement important, qui est l'attractivité, et puis qui est joint à ça, c'est le problème de la mobilité. Mais la mobilité, si vous voulez, et l'attractivité, quand on parle de réduction du nombre de fonctionnaires, bon, déjà, il y a quelque chose de un peu contradictoire quelque part, et puis surtout, en termes de coûts, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur la mobilité? Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, j'ai écouté avec attention l'intervention de la députée. Bon, et qui balaye en fait assez rapidement la spécificité de la fonction publique territoriale. Moi, j'étais un peu surpris de ça, enfin voire même un peu choqué, parce que quand vous avez une fonction publique qui est composée à 79% de catégorie C, qu'on sait que sur ces 79%, l'immense majorité n'est pas mobile. Ça veut dire quoi de travailler sur la ça nécessairement, ça ne veut pas dire la même chose de travailler sur la mobilité de la fonction publique territoriale que la fonction publique d'État. Et la fonction publique, on parlait de l'attractivité tout à l'heure en disant la fonction publique territoriale est plus attractive. Si, elle est attractive, elle est plus attractive effectivement pour des raisons de structure, et là on peut travailler dessus pour les A, les B, les compétences, je dirais. Mais pour toute une catégorie de personnes, pas forcément complètement qualifiées, non mobiles, on sait très bien que le facteur principal de recrutement, c'est la proximité. Ce sont des gens qui ne trouveraient pas de travail ailleurs. Et s'ils ne trouvent pas de travail ailleurs, ces gens-là, on les met où? Quand on évalue ça en termes de coût, on n'évalue pas le coût que ces gens-là auraient à ne pas travailler, au chômage, au RSA, ou voire même en termes de troubles sociaux. Imaginez des millions de personnes qui du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, mais qui progressivement n'ont plus de travail alors qu'elles ne peuvent pas avoir un autre travail que près de chez eux, parce qu'elles vont chercher leur enfant à l'école à 4 heures, enfin, ce genre de choses. Vous voyez, les vrais enjeux sont là, à mon avis. Et une fois qu'on les a déterminés, une fois qu'on a posé les vraies questions, on peut commencer à travailler. C'est ce qui manque un petit peu à l'heure actuelle. Voilà. Merci beaucoup. Olivier Ducrot, je voulais vous entendre sur les outils à mettre en place ou qui existent déjà, les leviers d'action, justement. En 30 secondes ? Allez, les leviers d'action, les outils, les CDG en maîtrisent une bonne partie au bénéfice des collectivités, et je crois que là, ils ont un tapis rouge devant eux. Les leviers de maîtrise de la masse salariale, on en a une vingtaine. Je crois que le statut permet de faire beaucoup de choses, en termes de recrutement, en termes de gestion des carrières, en termes de gestion de la santé, en termes de discipline, même si c'est parfois un peu lourd, allégeons-le, très bien, mais les CDG doivent présenter aux employeurs que sur la masse salariale, qui représente quand même 50% des dépenses de fonctionnement des collectivités, il y a une vingtaine de leviers à activer. Donc à nous de leur dire les bons leviers selon leur contexte. Attention aux leviers salaires à la baisse, parce qu'effectivement, on a aussi des employeurs territoriaux qui cherchent le mouton à 5 pattes en payant un coup de lance-pierre. On n'y arrivera plus. Et pour terminer sur les leviers et l'attractivité, je crois qu'on vit en France aussi dans des mondes clos. On s'aperçoit la difficulté de mobilité entre fonctions publiques qui sociologiquement ne se ressemblent pas. Parlons du privé. Allons chercher des gens dans le privé. Nos contractuels, ils ne viennent pas du privé. C'est des jeunes étudiants qui sortent des études. On ne sait pas aller chercher dans le privé. On ne sait pas où les trouver. Pourtant, ce sont des hommes et des femmes qui ont les mêmes moteurs que nous. Il y en a qui sont activés par l'argent. Ils ne viendront pas chez nous. Et puis, il y a tous les autres qui ont d'autres moteurs et dont on ne reprend, lorsqu'ils réussissent un concours, que la moitié de l'ancienneté. On leur dit, vous allez gagner moins d'argent et on prendra moins d'ancienneté. Je crois qu'il y a un vrai sujet aussi pour ouvrir ces mondes-là et être attractif, y compris vis-à-vis du monde du privé. Merci. Je vais laisser le mot de la fin à la salle. Je pense que c'est important par rapport à ce qui a été dit, tout ce qu'on a entendu sur cette matinée. S'il y a une question, une réflexion, je vous laisse tout de suite la parole. Monsieur au premier rang. Merci Madame. Alain Vassel, président du Centre de gestion de l'Oie. J'ai une question à poser aux deux directeurs des ressources humaines, de la ville de Lille et de la ville de Nantes. Puisqu'on a beaucoup parlé ce matin de la mobilité de la fonction publique et du statut des contractuels. Je voudrais savoir si vous, en qualité de DRH, vous considérez que le statut de contractuel est un élément de souplesse dans la gestion
des agents de la fonction publique. Et est-ce que vous envisagez de l'utiliser au-delà de ce que vous le faites aujourd'hui? Et ma deuxième question, c'est de savoir si vous envisagez, compte tenu des contraintes que vont être celles des villes, avec le contrat que le gouvernement veut signer avec les villes pour maîtriser l'évolution de leurs dépenses, est-ce que vous aurez, comme parmi les solutions retenues, comme objectif de réduire la masse salariale, c'est-à-dire de vous séparer d'un certain nombre d'agents parce que vous aurez réussi, par redéploiement d'activités dans un certain nombre de services, à vous priver de la présence d'un certain nombre d'agents? Et est-ce que vous mesurez les conséquences que cela aurait pour les centres de gestion qui auront, au bout de 5 ans, à supporter une dépense qui ne serait plus à votre charge à concurrence de 25%, mais qui resterait à la charge des petites communes, et ce serait quand même invraisemblable que ce soit les petites communes qui soient obligées de payer pour les grandes villes, donc la suppression d'un certain nombre d'emplois. Patrick Courroyer. Je veux bien essayer de répondre à la question. Sur la partie, c'est vrai qu'en tant que professionnel, moi je fais une différenciation sur les types de collectivités que l'on a en recrutement. Il est clair que sur des collectivités comme les communes, quand on recrute, on est plutôt sur de l'emploi titulaire, et ça, il n'y a pas de changement, parce qu'on est sur des équipements ou des politiques, éducation, petite enfance et sport, qui sont relativement fixes dans le temps. Par contre, sur des problématiques comme les métropoles, comme des intercommunalités, on arrive quand même en deuxième partie de mandat avec des nouveaux projets, des nouveaux métiers. Et là, on est effectivement massivement sur des recrutements de contractuels, pour 2 raisons. C'est-à-dire que pour beaucoup des postes aujourd'hui, ils sont financés par l'État, par d'autres, et souvent les financements sont de 1 à 3 ans, y compris les financements européens. Donc tous ces projets-là, mécaniquement, on les pourvoit par exemple sur la voie contractuelle. Donc il n'y a pas forcément de volonté d'aller dans un sens ou dans l'autre, c'est juste le côté pragmatique de dire j'ai un financement assuré, j'ai une fin de mandat qui arrive, je n'ai pas la garantie aujourd'hui avec la contractualisation de l'État d'avoir une visibilité très forte. Et donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui, et donc ça plus par la contrainte que sur certains postes on l'a. Et on est critiqué, par exemple sur ma collectivité, par les OSO syndicales, en disant c'est volontaire. Non, c'est pas volontaire. Mais c'est juste que d'engager la collectivité sur des projets à 20 ans comme autrefois, c'est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'est pas suffisamment organisé pour faire évoluer tous les métiers. Voilà, je vais prendre juste un exemple. Les agences de services de voie publique, ceux qui verbalisent concrètement, ont une évolution de métier en 5 ans phénoménale. On était sur du papier carnet à souche verte pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, on se posait la question si on fait passer un véhicule qui flash automatiquement les plaques d'immatriculation. Suppression totale de 200 agents sur ma collectivité. Sauf qu'ils ont été formés, accompagnés pour être sur la voie publique. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a une accélération très forte. Et donc la seule réponse que l'on a, nous, c'est que lorsqu'on recrute quelqu'un, c'est comment on le forme à son métier d'après. Et ça, c'est un vrai changement intellectuel. Il y avait le CNFPT, nous on double la mise, on est à 2,5% de masse salariale sur le budget formation. Et un tiers, à partir depuis 2 ans, sont à la formation au 2e métier, c'est-à-dire toutes les compétences transversales. Comment on anime une équipe, une réunion avec l'usager, dont tout le monde aura besoin. Et ça permettra effectivement, quand l'inaptitude arrive, très certainement, et j'y crois, de pouvoir accompagner. C'est ça la vraie réponse. Mais là, on a un vrai enjeu devant nous, et pour les élus, c'est un enjeu majeur, parce que c'est faire disparaître des services, les accompagner et garder, en tout cas ma collectivité, garder les mêmes agents. Et ça, c'est un vrai challenge. Alors sur les contrats, nous on n'est pas dans une tendance à développer les contrats. Je pense que ce qui a été dit dans la table ronde précédente, la question des contrats de mission, ça peut être intéressant sur des dispositifs spécifiques. Je pense à des programmes européens, des interventions très spécifiques pour quelques années. Mais la logique, c'est de maintenir le recours aux fonctionnaires et il n'y aura pas de développement supplémentaire du recours aux contractuels, sauf sous ces réserves-là. Sur la question des suppressions de postes, je ne suis pas dans ma collectivité sur ce schéma-là. L'enjeu, il est plutôt d'accompagner les évolutions tout sans savoir non plus de quoi sera fait demain. Je ne crois pas vraiment à une GPEC très claire qu'on pourrait piloter. C'est plus être en capacité de développer, et je rejoins
ce que disait mon collègue de Nantes, de faire en sorte que les agents développent un socle de base qui permette ensuite de les repositionner sur certains métiers. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Une ATSEM qui débute sa carrière ou un ATSEM c'est qu'il a cet engagement et qui souhaite toute sa vie aussi faire ce métier comme un jardinier, comme une auxiliaire de puériculture. Donc il y a ces difficultés-là pour accompagner ces évolutions. Mais il y a eu un moment où il y a eu des efforts de suppression de postes. On n'est plus sur ça, on est plutôt sur, parce qu'on arrive au bout, on n'est plus sur, il y a des transferts, là je vois par exemple la loi justice 21e siècle, il y a des transferts de compétences. Comment on arrive à redéployer des personnes et à accompagner les parcours au sein de la collectivité? Donc il ne devrait pas y avoir de conséquences, en tout cas de notre part, pour le centre de gestion. Merci. Je voudrais finir avec M. Cory. Après, on a fini. Voilà, on est à peu près dans les temps. C'est juste par rapport à la fin de la question d'Alain, parce que c'était quand même ça le but à la fin, c'était la fin de sa question, c'est-à-dire la prise en charge FMPE par les centres de gestion et donc les adhérents des centres de gestion, notamment les collectivités affiliées. Il y a quand même plusieurs phénomènes qui se jouent en même temps. Moi, j'ai connu aussi comme des suppressions de postes liés à des départs en retraite, beaucoup plus que des mises à disposition, beaucoup plus. Et aujourd'hui, même ça, on ne le fait plus du tout de la même manière, du tout. En fait, pour reprendre une expression un petit peu difficile, on recycle à l'intérieur. On recycle à l'intérieur, c'est ça. C'est très important parce que c'est ça qui nous permet effectivement d'être dans le débat que tu évoquais, que vous évoquiez, et qu'on évoquait juste avant, c'est-à-dire les premières, deuxième, éventuellement troisième carrières, avec les moyens qu'il faut mettre. Ça, on est d'accord. Mais effectivement, le FMPE, on en parlera demain puisque c'est dans notre motion, hein, vous savez, il y a un débat là-dessus, c'est quand même aussi quelque chose qui coûte très cher à la collectivité. Mine de rien, on a l'impression de se débarrasser d'un problème, mais c'est quand même un problème. Ça pose une autre question, le FMPE. On sait très bien que ce n'est pas simplement un problème de suppression d'emplois économiques, c'est parfois aussi un problème d'incompatibilité, qui est un autre sujet. Et là, par contre, il pourrait y avoir des propositions, moi, que j'ai déjà fait à d'autres endroits, c'est qu'on pourrait se poser la question de rupture conventionnelle dans la fonction publique territoriale, qui est un autre sujet. Mais pourquoi pas? C'est un sujet à discuter. Et pour finir, on remarque aussi quand même, puisque là, ça fait partie de là, on revient sur l'article 25 et l'attractivité, d'une certaine manière. C'est tout le sujet qu'on a aujourd'hui. On voit bien que comme il y a une attente dans beaucoup d'endroits, on recycle à l'intérieur, mais on attend pour le reste. Parce qu'effectivement, les contrats ou les contraintes directes ou indirectes, même si on nous disait la DGF baisse pas, vous savez ce qui s'est passé, 21 000 communes ont vu leur DGF baisser, 19 000 un peu augmenter, ça a été quand même très erratique tout ça. Donc les collectivités se disent, on est méfiant et on va attendre. Et quand on est méfiant et qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait? On recourt soit au contrat, soit aux missions temporaires, en attendant de voir les choses avec un peu plus de lisibilité. Et de ce point de vue-là, ça veut dire que le centre de gestion revient au centre du jeu dans tous les cas. Et c'est pour ça que je voulais terminer sur le centre de gestion au centre du jeu. Merci. Vous invite à poursuivre les échanges pendant le repas. Et puis, donc, rendez-vous à 14h30 pour les ateliers. Merci beaucoup. Et merci d'avoir tenu dans ce délai très court. Merci beaucoup.